Ça, c'est la tête que tu fais quand tu apprends qu'un avion de terroristes a explosé sur le World Trade Center. Plus sérieusement, les attentats du 11 septembre 2001, qui sont des attentats islamistes perpétrés le même jour aux États-Unis et provoquant la mort de pas loin de 3000 personnes rien qu'à Manhattan, à New York et en Virginie. Cette attaque qui a provoqué un impact quasiment sans précédent aux États-Unis. Alors vous allez me dire, il y avait bien eu Pearl Harbor qui a provoqué une vague de contestation en Amérique, mais les attentats du 11 septembre 2001 touchent le sol américain directement. Si j'ai souhaité produire cette vidéo, c'est que ces attaques ne sont pas la cause, mais la conséquence d'un conflit millénaire qui a lieu entre l'Orient et l'Occident. Laissez-moi vous présenter cette thèse bien trop souvent mise de côté sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, la concurrence millénaire entre l'Orient et l'Occident. Technicien, tu es où là? Parce que là, faut envoyer le générique. Bon, je l'envoie tout seul. Générique! Avant de commencer, je te coupe. Moi, c'est le contradicteur. Je viens contredire tes propos et je viens te mettre en difficulté. Je suis déjà apparu dans certaines de tes vidéos. Et je te mets face à tes contradictions directement. Ok, dites-moi. Ton exemple en introduction qui peut être farfelu selon certains. Bon, ça date d'il y a 15 ans, mais de quoi tu me parles avec tes conflits éternels entre Orient et Occident? Bon. Contradicteur, j'espère que tu vas pas trop me couper durant cette vidéo. Je t'explique tout. Cette querelle entre Orient et Occident, si on remonte dans l'histoire ancienne, nous arrive à nous, lecteurs de l'histoire, dès les débuts de l'histoire de l'humanité, qui lie l'Asie mineure à l'Europe orientale. Ce conflit arrive entre les cités grecques et l'empire perse achéménide, où cette dernière avait étendu son influence sur une grande partie du Moyen-Orient, de l'Asie mineure, de l'Afrique ainsi que de certaines régions grecques. Les Grecs, quant à eux, étaient organisés en cités-États indépendantes et avaient une culture distincte, notamment dans des domaines comme la philosophie, la démocratie et les arts. Les raisons sont nombreuses pour lesquelles cette union entre Grecs et Perses n'a pas eu lieu, qu'on développera dans une future vidéo qui arrive. Déjà, il y a une identité culturelle assez distincte. Il y a une histoire de conflit, ainsi qu'une certaine fierté nationale, mais tout ceci est surtout idéologique, avec des courants de pensée qui vont en totale contradiction. Si la bataille des Thermopyles, dont vous avez sûrement connaissance, ou les batailles maritimes entre Athéniens et Perses vont faire la renommée des cités grecques, ces dernières font face à un empire gigantesque, les victoires de Sparte et d'Athènes ne vont pas suffire. Il va falloir perpétuer ses exploits. Cet empire a des ressources et est prêt pour sa revanche. Atlas, c'est trop long ce que tu nous racontes là. Qu'est-ce que tu nous baratines? Donc là, j'ouvre un petit aparté, mais là, on le voit bien, il y a une stabilité du conflit idéologique entre Orient et Occident. Et cette stabilité va être bouleversée par Alexandre le Grand qui va bouleverser les cartes géopolitiques. À lui seul, même si son père avait déjà conquis les cités grecques, il va réunir Orient et Occident en un seul et même empire. Oui, mais Atlas, on sait ce que tu vas dire après. Son règne a été court, etc., etc. Ton propos est intéressant, mais tu vas peut-être un petit peu trop vite pour moi. Parce que déjà, sous le règne d'Alexandre, même si tu l'as dit, qui a été très court, il y a déjà des divergences idéologiques entre ce que souhaite Alexandre et ce que souhaitent ses généraux grecs. Alexandre a conquis le monde connu, et le jeune roi est très influencé par l'idéologie perse qui mène le titre de roi à celui de Dieu. Donc, pour les arrivants, Alexandre est un dieu en fait. Alors donc imaginez-vous, c'est assez cocasse. Vous arrivez dans un endroit et on vous dit que maintenant c'est vous le nouveau dieu. C'est sûr qu'Alex là il prend la grosse tête. Il se voit déjà en tant que dieu. Et pour ce faire, il va se marier à une femme perse. Une femme de la noblesse perse, à savoir Roxane. Donc en fait, il s'assimile à cette culture perse qui le met en avant et qui le considère lui comme un dieu. Cependant, ses généraux ne le considèrent pas comme tel. Vous voyez, c'est les Perses, eux, donc vont s'agenouiller, ils vont prier Alexandre comme si c'était un dieu,
alors que les Grecs, eux, le considèrent comme son égal. Donc on voit là ici une vraie divergence idéologique entre orientaux de l'époque et occidentaux. Et je vous relate les faits comme ils étaient. Imaginez-vous être à la place d'Alexandre. Vous êtes face à un empire gigantesque, vous arrivez par votre force, par vos guerriers, votre courage, à vaincre le roi des Perses, et vous arrivez sur son territoire acclamé comme un demi-dieu. Qu'auriez-vous fait, vous, toi spectateur, qu'aurais-tu fait à la place d'Alexandre si tu avais été dans cette situation? Bon, j'avance un petit peu dans le temps. Comme le contradicteur l'a dit, l'empire d'Alexandre s'effondre. Par la suite, l'Occident est représenté par Rome, l'Orient, lui, étant représenté par les Parthes, puis les Sassanides, qui sont toujours aux portes de Rome. Mais le vrai conflit entre Orient et Occident va être surtout la quête islamique, où Rachidoun, Omeyyades, puis Abbassides, Fatimides, tous vont bousculer Orient comme Occident, prenant d'ailleurs la place de l'Orient, en destituant par la même occasion les Sassanides, cherchant perpétuellement à destituer l'Empire byzantin. Ça sera fait d'ailleurs en 1453, ça vous le savez, mais les Ottomans finissant par envahir la ville de Constantinople. À ce moment-là, j'ai beaucoup avancé dans le temps, mais l'Europe, suite à la chute de l'Empire romain, qui ne rétablira d'ailleurs jamais un empire similaire, enfin il faudra attendre peut-être des siècles, et ce ne sera jamais comme Rome. Mais l'Europe, sous l'impulsion du christianisme, va continuer de se différencier de l'Occident. Alors, il faudrait une vidéo à elle-même pour expliquer les divergences qu'il y a entre Orient et Occident. Dans tous les cas, elles sont bien présentes. La plupart du temps, c'est des questions d'idéologie, des questions très souvent liées à la liberté, à l'égalité entre les individus et à la compréhension du peuple et de l'armée face à son chef. Mais il n'y a pas que ça. Atlas, là, t'es trop long, c'est trop barbant ton émission, ton épisode, là. On continue. Alors attention, pour ceux qui sont encore là à regarder la vidéo, c'est pas une affaire de religion. C'est pas les gentils contre les méchants ou je sais pas quoi, les chrétiens contre les musulmans. C'est beaucoup plus complexe que cela. D'ailleurs, dites-vous bien que la Russie, dont le christianisme s'imprègne très rapidement sur le territoire, va faire partie de l'Orient. Va faire partie des concurrents directs de l'Occident. Je me permets d'ouvrir un aparté pour que vous compreniez bien. Il y a à ce moment-là une guerre entre trois civilisations. Il y a la civilisation européenne occidentale, la civilisation orientale classique, donc la guerre contre l'Orient et l'Occident, et il va y avoir un entre-deux, à savoir la civilisation slave nordique, qui va être un nouvel Orient, un Orient du Nord-Est, qui va être le concurrent direct de l'Occident. Donc c'est grâce à ça que vous allez mieux comprendre la suite des événements. Et qui d'ailleurs l'est toujours aujourd'hui. Vous le voyez bien, avec la guerre en Ukraine, il y a toujours des tensions entre Orient et Occident. Et d'ailleurs, le conflit entre l'Orient orthodoxe ou slave et l'Occident latin et germain ne va pas être le même conflit que le conflit entre Occident, donc slave inclus, contre les orientaux de ce qu'on appellerait aujourd'hui le Moyen-Orient. Là, ça peut être un peu confus. C'est-à-dire qu'on peut appeler le Moyen-Orient comme il s'appelle, à savoir le Moyen-Orient, qui serait donc la zone historiquement représentée par la Perse, et l'Orient du Nord, ou l'Orient rapproché, où on retrouve quand même des similitudes théologiques, politiques et idéologiques. Mais il y a quand même des différences entre cet Orient rapproché ou cet Orient du Nord, comme vous pouvez l'appeler comme vous le souhaitez. Je n'ai pas du tout trouvé de vocabulaire concernant ce conflit entre les occidentaux germains et latins et les orientaux du monde slave, du monde plus nordique que ceux du Moyen-Orient. À vous de me trouver ce vocabulaire si vous l'avez en commentaire, ou de l'inventer d'ailleurs. 3 parties vont se développer dès lors, ou 3 domaines de civilisation. Donc le monde islamique, si on prend leur point de vue et pas un point de vue eurocentré, qui nous voit un petit peu comme des frères lointains entre la civilisation slave et la civilisation occidentale, qui est la nôtre, il y a un rapport très très ambigu. Et c'est là que, parce que la civilisation slave et la civilisation occidentale ne sont pas ennemies, loin de là.
les deux civilisations se regardent, et notamment la civilisation occidentale qui est en quête d'innovation va énormément influencer la civilisation slave, que ce soit par Pierre le Grand, le tsar de Russie, mais que ce soit par d'autres par la suite. Donc c'est une relation un petit peu d'amour et de haine entre les deux, quoi. Alors que le conflit traditionnel Orient-Occident, donc avec les peuples du Moyen-Orient face à l'Occident, donc notamment représentés à ce moment-là par l'Empire ottoman, sont des conflits qui sont bien plus directs et véhéments, puisqu'il n'y a pas du tout les mêmes croyances, que ce soit idéologique, politique, etc. Donc il y a un conflit plus intense entre les Ottomans et les Occidentaux en général. Ce conflit va atteindre son apogée bien évidemment au XVIIe siècle, à l'apogée de l'Empire ottoman qui va se présenter comme la Nouvelle Rome et va assiéger Vienne. Cette phrase était très compliquée à dire, tout simplement. Essayez de le dire après moi. Assiéger Vienne. Assiéger Vienne. Ce conflit va se développer au fil du temps, avec une sorte de stagnation du Moyen-Orient et du Proche-Orient. Tout d'abord, l'Occident, via la colonisation, va se concurrencer entre elles, que ce soit l'ancienne colonisation des débuts, donc de la Renaissance jusqu'à la colonisation tardive. Les conflits vont se développer entre l'Occident et l'Orient slave, notamment entre les États-Unis et la Russie, qui se transformera en URSS, le Moyen-Orient originel, dont le conflit idéologique se rapportera à l'islam particulièrement. C'est l'explication en introduction de vidéo, à savoir l'islam contre les ennemis de l'islam, tout simplement. Et ce n'est pas que 2001, ce sont d'autres attaques portées au nom de cette idéologie, et l'idéologie, anciennement communiste, qui se transformera en zone d'influence. La Russie, sentant que l'OTAN se rapprochant de plus en plus des frontières russes, décidera de partir en guerre pour la protection de son territoire. Je ne dis pas ici qui a raison, qui a un tort, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je peux vous poser une question, est-ce qu'il y a encore des gens qui écoutent cette vidéo? Bon, je me permets un petit débrief de tout ce qu'on a fait. Alors la rivalité entre l'Orient et l'Occident, qui est incarnée dans les conflits et les échanges entre les civilisations, reflète un chapitre crucial de l'histoire humaine. Cette rivalité enracinée dans des différences culturelles, politiques et sociales se matérialisera par des guerres qui vont opposer les idéaux de liberté et de démocratie à d'autres idéaux. Pourtant, malgré cet antagonisme historique, l'Orient et l'Occident ont été le théâtre d'échanges fructueux, de coopération et d'influence mutuelle. Ces civilisations ont contribué de manière significative au développement de la pensée philosophique, scientifique, artistique et politique, laissant un héritage durable qui transcende les frontières géographiques et culturelles. Ainsi, cette rivalité entre Orient et Occident, ancrée dans l'histoire, reflète également des dynamiques complexes de dialogue, de conflits et de symbiose entre ces mondes qui sont parfois opposés, souvent. Comprendre cette rivalité nous invite à examiner de près les récits historiques et les représentations culturelles, tout en reconnaissant la richesse et la diversité des interactions entre ces deux grandes régions du monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, pensez à aimer, à partager, à commenter, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!